Bonjour à tous chers élèves adorés, aujourd'hui je commence une nouvelle série où je vais démolir des idées fausses, des fakes, hashtag des fakes. Et je m'attaque à un sujet très sensible, la théorie de l'évolution. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre, ici je ne vais pas démolir la théorie de l'évolution, mais au contraire les détracteurs de cette théorie. Notamment en remettant en cause cette fameuse phrase « l'homme descend du singe », que j'entends aussi bien de la bouche de mes élèves qui veulent défendre la théorie de l'évolution et qui pensent me faire plaisir en la citant, qu'au contraire les gens qui ne croient pas en cette théorie. Alors cette vidéo risque d'être un peu longue, mais vous allez voir c'est super intéressant, super important, donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout. À la fin, je te donnerai une petite astuce pour avoir 20 sur 20 à ton prochain contrôle d'SVT. Je vais me baser pour cette vidéo sur 5 arguments qu'on entend souvent de la bouche des créationnistes ou des détracteurs de la théorie de l'évolution, et je vais essayer de vous montrer en quoi ils sont complètement faux. Donc numéro 1, la théorie de l'évolution ne serait qu'une simple théorie, une hypothèse entre guillemets, et non quelque chose de solide scientifiquement. Alors déjà, il faut bien se mettre d'accord sur la définition d'une théorie scientifique. Une théorie scientifique, c'est pas une hypothèse, ça n'a rien à voir. Une théorie scientifique, c'est un modèle qui va expliquer le monde qui nous entoure en se basant sur des faits, en se basant sur des observations, sur des expérimentations, donc c'est quelque chose de très très solide. Il ne faut donc pas confondre la théorie scientifique de la théorie qu'on utilise dans la vie courante, qui n'a pour le coup rien de scientifique, comme les fameuses théories du complot, ou comme le créationnisme, qui n'est pas une théorie scientifique. Parce qu'elle ne repose sur aucun fait vérifiable, sur aucune observation, sur aucune expérimentation. Point numéro 2 souvent évoqué, c'est Darwin avait tort, Darwin s'était trompé sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de points de sa théorie, donc le darwinisme, la théorie de l'évolution, est fausse. Donc là c'est un gros amalgame, il faut bien faire attention, la théorie de l'évolution et le darwinisme ce sont deux choses différentes. Darwin est bien la personne qui a commencé à développer cette théorie, c'était le principe de la sélection naturelle. Si des individus possédaient des innovations qui leur apportaient un avantage à leur survie ou à leur reproduction, ces innovations allaient se transmettre de génération en génération, elles allaient être sélectionnées par l'environnement, par la nature. Mais à l'époque de Darwin, il ne connaissait pas d'où venaient ces innovations, il ne connaissait pas la notion d'ADN, de gènes, de mutation. C'est venu bien après, presque 100 ans après, pour la découverte de la structure de l'ADN notamment. Et donc c'est près de 100 ans après qu'on a pu intégrer toutes ces nouvelles notions pour développer la théorie synthétique de l'évolution menée par un scientifique qui s'appelait Theodosius Dobzhansky. Et cette théorie regroupe toutes les connaissances actuelles en biologie. Elle se sert donc de la biologie pour expliquer la théorie de l'évolution, mais surtout la théorie de l'évolution explique tout en biologie. C'est pour ça que Theodosius Dobzhansky a dit cette phrase célèbre « Rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Donc dire que la théorie de l'évolution est fausse parce que Darwin s'était trompé sur certains points, ça n'a pas de sens. La théorie de l'évolution a bien évolué, c'est le cas de le dire, depuis cette époque-là. Et les nouvelles découvertes, au contraire de la remettre en cause, vont petit à petit affiner et l'ont rendue encore plus pertinente pour expliquer le monde qui nous entoure. Point numéro 3, l'œil humain est parfait, c'est une création divine, ça ne peut pas être expliqué par la théorie de l'évolution. Alors, il faut rappeler un petit peu ce que dit la théorie d'évolution, notamment par le principe de sélection naturelle, c'est qu'une innovation apparaît, on sait maintenant que c'est via des mutations génétiques, et que si elle apporte un avantage, elle est sélectionnée. Il est difficilement imaginable, effectivement, qu'une mutation particulière ait créé un œil d'un seul coup, qui, l'œil, évidemment, lui, apporte un avantage à la survie, ça c'est indéniable. Donc une seule mutation qui fera apparaître un organe complexe, ça paraît compliqué, même si ce n'est pas totalement impossible, on sait qu'il y a des mutations sur certains gènes qu'on appelle des gènes architectes qui vont contrôler le fonctionnement d'autres gènes et qui peuvent faire par exemple apparaître un membre supplémentaire, une paire de membres supplémentaires sans aucun problème. Mais créer un nouvel organe comme l'œil, c'est plus compliqué. Alors déjà 2 points, l'œil humain n'est pas parfait, loin de là, on est loin d'avoir la meilleure acuité visuelle du règne animal. On peut comparer notre vision à celle des aigles par exemple, c'est totalement ridicule. Je ne parlerai pas évidemment de tous les troubles qui sont liés à la vision comme la myopie. Mais il y a aussi un autre point qui montre que l'œil humain n'a rien de parfait, c'est si on regarde au niveau de la rétine, vous avez des cellules qui sont capables de capter la lumière, les fameux cônes et bâtonnets, et ce sont des cellules nerveuses avec des fibres nerveuses, des axones qui vont partir pour se regrouper et former le nerf optique qui ensuite va aller jusqu'au cerveau. Donc ces axones, au lieu de partir vers l'arrière de l'œil et se réunir au niveau du nerf optique, ils vont passer devant ces fameuses cellules. Ils vont se réunir au niveau du nerf optique, et au niveau du nerf optique, il n'y a donc pas ni de cône ni de bâtonnet, c'est ce qu'on appelle la tache aveugle. Donc je vous mettrai un lien en description ou pas, je pense, je vais essayer d'y penser. Donc je mettrai un lien en description où vous allez pouvoir faire le test par vous-même. Vous allez voir qu'il y a une partie de votre œil qui n'est pas capable de capter d'informations, et puis voilà. Mais quand bien même, ça reste un organe très complexe qui ne peut pas être apparu en une seule mutation. Donc selon la théorie de l'évolution, il faudrait qu'il y ait des formes intermédiaires qui chacune vont apporter un avantage pour que l'œil puisse être formé en plusieurs étapes. Et c'est là qu'on touche au génie des personnes qui utilisent cet argument, c'est que les formes intermédiaires de l'œil qui chacune apporterait donc un avantage,
on les connaît. On les connaît d'autant mieux qu'on n'a pas besoin de regarder des fossiles pour ça, il suffit de regarder un groupe d'êtres vivants actuels qui sont les mollusques, et dans les mollusques, on va retrouver toutes les formes intermédiaires de l'œil. Jusqu'à un œil qui, lui, pour le coup, est quasiment parfait, hein, l'œil des pieuvres est beaucoup plus développé que notre œil humain. Ça va aller de simples cellules photoréceptrices qui sont capables de capter la lumière et donc savoir si on est dans l'obscurité ou si on est à la lumière, et ainsi capter les différences de luminosité, donc savoir si on est dans un milieu immergé ou émergé, notamment avec les marées. C'est utile pour les patelles, hein, qui sont des mollusques, qui sont des petits coquillages, vous savez, les sortes de cônes, je vous mets une image, qui sont accrochés au rocher. Et donc petit à petit, vous avez un creux qui se forme au niveau de ces cellules rétiniennes, et donc en plus de capter la lumière, vous allez savoir d'où elle vient, etc., etc. Alors je ne vais pas vous faire tout un détail, tout un cours là-dessus, mais je vous mets en description un article rédigé par moi-même, qui va vous expliquer un petit peu tous ces détails, toutes ces formes intermédiaires de l'œil, et à quoi elles peuvent servir. Et numéro 4, on vient enfin à cette phrase « l'homme descend du singe ». Donc non, l'homme ne descend pas du singe, l'homme est un singe. La nuance est importante. Parce que ça sous-entendrait que les singes actuels sont nos ancêtres et qu'on aurait par exemple le gorille, puis après ça serait évolué en chimpanzé, puis ça aurait évolué en homme. Ce qui est complètement faux, hein. Aucune espèce actuelle n'est l'ancêtre d'une autre espèce. Ce sont toutes des espèces qui ont dérivé depuis 4 milliards d'années, à peu près 4 milliards d'années, hein, c'est l'origine de la vie sur Terre. Et donc on a un ancêtre commun avec le chimpanzé, et le chimpanzé et l'homme ont un ancêtre commun encore plus ancien avec le gorille, etc. etc. Donc ça pose un double problème, hein. Ce premier problème que je viens d'évoquer, c'est le fait de placer l'homme au sommet de l'évolution, et les autres formes c'était des formes ancestrales à l'homme, et ça correspond à cette volonté de placer l'homme au-dessus, et donc ça gêne de se dire qu'on est simplement un singe comme un autre, hein. On a l'impression de nous rabaisser en disant ça, l'homme est un singe, l'homme est un animal, donc on est bestial, on serait sauvage, non, rien à voir, hein. On est une espèce particulière, comme chaque espèce est une espèce particulière, c'est le principe même d'une espèce. Nous avons nos caractéristiques propres qui nous définissent, qui définissent l'espèce humaine, comme les chimpanzés ont leurs caractéristiques propres qui définissent les chimpanzés, comme le grand requin blanc a ses caractéristiques, etc. etc. Et tout ça est lié au cinquième point, le cinquième point, qui est le fameux chaînon manquant. On n'a pas trouvé le chaînon manquant entre le chimpanzé et l'homme, donc la théorie de l'évolution serait complètement fausse. Donc là encore, c'est une incompréhension de cette théorie qui explique ça. Le chaînon manquant, c'est une chimère que recherchaient les journalistes pour essayer de rendre un peu plus palpitant la recherche autour de la théorie de l'évolution, mais les scientifiques, ceux qui travaillent sur la théorie de l'évolution, ne recherchent pas du tout de chaînon manquant, ça n'a absolument aucun sens. Alors pourquoi? Oui, pourquoi? Donc déjà, premier point, on va revenir à la définition d'une espèce. Donc une espèce, ça regroupe des individus interféconds qui sont capables de se reproduire les uns avec les autres et donner une descendance qui sera à son tour capable de se reproduire. Si je prends l'espèce humaine, ça veut dire que moi, dans ma génération, je suis capable de me reproduire avec d'autres personnes de ma génération. Alors pourquoi je précise cette notion de génération? C'est parce que justement la définition d'espèce, si elle marche assez bien pour la plupart des animaux, vous allez voir que pour les végétaux, les bactéries, c'est un peu plus compliqué, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, je pense, ou pas, on verra. Mais ça va être dans des échelles de temps que la notion d'espèce va petit à petit disparaître. Il faut bien comprendre que l'espèce, c'est l'homme qui a décidé de créer des espèces, qui a décidé de créer ces cases où mettre des individus pour pouvoir classer le vivant. L'homme aime bien classer les choses, donc on a trouvé que cette notion d'espèce marchait plutôt bien. Mais dans la nature, on ne se dit pas, alors toi tu fais partie d'une espèce, toi tu fais partie d'une autre espèce. La nature s'en fiche complètement. Donc ma génération à moi est capable de se reproduire avec d'autres individus de la même génération. Si je regarde la génération d'au-dessus, donc ma génération je vais l'appeler la génération 1, la génération d'au-dessus je vais l'appeler la génération 2, donc je suis capable de me reproduire avec la génération 2. Bon, j'ai pas vraiment envie, mais je pourrais. Et évidemment, ça marche aussi avec la génération 3. La génération 1 peut se reproduire avec la génération 3, la génération 2 peut se reproduire avec la génération 3. Vous pouvez vous reproduire avec vos grands-parents. Évidemment, c'est fortement déconseillé. Et là encore, ça pourrait être un sujet de vidéo, vous expliquer la consanguinité, d'où ça vient, pourquoi, il faudra quelques notions de gènes, d'ADN, mais ça peut marcher. Donc, la génération 4 avec la 5, ça marche, la génération 18 avec la 19, ça marche, la génération 27 avec la 28, ça marche, ainsi de suite. La génération 10 millième avec la 10 millionième, ça va marcher aussi. Par contre, la génération 1 avec la génération 10 millième ou 10 millionième, ça ne marchera plus. Parce qu'il y aura trop de différences qui vont s'être accumulées, il n'y a plus de reproduction possible. Mais à aucun moment, il y a eu un gap de génération, où d'une génération à une autre, je suis passé d'une espèce à une autre, de génération en génération, il y a toujours cette possibilité de se reproduire. La notion d'espèce, si on peut la délimiter à un moment donné, si on remonte dans le temps, on ne va pas trouver de limite nette à cette espèce, par exemple l'espèce Homo sapiens, et avec les Homo erectus, Homo habilis, on ne va pas avoir un bloc Homo erectus, un bloc Homo habilis, un bloc Homo sapiens. Ce sont des populations qui vont évoluer progressivement, et petit à petit, si je regarde d'une génération donnée à 10 000 générations avant, je vais voir des différences nettes,
mais de proche en proche, ça sera progressif, accumulation de différences, et il n'y aura pas d'espèce intermédiaire, il n'y aura pas de chaînon manquant. Donc à moins de s'amuser à retrouver tous les individus ayant vécu sur Terre depuis des milliers, des milliers, des milliers de générations, on ne peut pas trouver toutes les étapes intermédiaires, parce que chaque individu finalement est en quelque sorte une étape intermédiaire. Deuxième point sur cette notion de chaînon manquant, et j'en terminerai là, parce que je pense que la vidéo est déjà bien assez longue et bien assez compliquée. Donc il n'y a évidemment pas l'espèce humaine, le chaînon manquant et le chimpanzé. On a vu que le chimpanzé n'est pas l'ancêtre commun de... On a vu que le chimpanzé n'est pas l'ancêtre de l'homme, donc il n'y a aucune raison d'avoir une espèce intermédiaire entre les deux. De plus, si je remonte petit à petit dans le temps, je ne vais pas avoir un chaînon manquant, un individu ou une population qui partagerait des caractéristiques 50% d'hommes, 50% de chimpanzés. Là encore, parce que le chimpanzé n'est pas notre ancêtre, on pourrait se dire qu'on pourrait trouver le chaînon manquant entre l'espèce humaine et l'ancêtre avec le chimpanzé. Et ce chaînon manquant là au milieu partagerait 50% de caractéristiques du chaînon manquant, 50% des caractéristiques de l'homme. Et là, on aurait trouvé un chaînon manquant. Mais là encore, ça n'a pas de sens, parce que si on rappelle la théorie de l'évolution dit que les espèces sont adaptées à leur environnement. Il n'y a pas de raison que, par exemple, si l'ancêtre commun date de 8 millions d'années, si je prends un individu il y a 4 millions d'années, il n'y a aucune raison qu'il soit le parfait mixte entre l'ancêtre et l'espèce actuelle. Ça va être une population des individus qui vont avoir des caractéristiques qui vont être adaptées à l'environnement qu'il y avait il y a 4 millions d'années, et non ce parfait mélange entre ancêtre et espèce actuelle. Donc la notion de chaînon manquant n'a absolument aucun sens. Au contraire, si on trouvait un chaînon manquant, donc un individu qui serait le parfait mix entre les deux, ça serait un argument contre la théorie de l'évolution, au contraire d'être un argument pour la théorie de l'évolution. Alors j'espère que j'ai été le plus clair possible, je l'ai fait un petit peu sans notes, c'est un sujet qui me passionne, je peux en parler pendant des heures et des heures et des heures. Donc comme promis, je dois vous dire comment avoir une bonne note à votre prochain contrôle de SVT. Alors je sais, Jean-Kévin, que tu as zappé directement toute la vidéo pour arriver à ce moment-là, donc écoute bien. Pour avoir une bonne note en SVT, c'est très simple. Tu dois réviser ton cours, être attentif en classe, refaire les exercices régulièrement. Et quand je dis réviser ton cours, ce n'est pas le réviser la veille du contrôle, mais c'est la réviser entre chaque séance pour que ça rentre petit à petit, que ça rentre dans ta mémoire à long terme et non ta mémoire à court terme. Je sens une pointe de déception, mais c'est la seule solution, il n'y a pas de recette miracle pour avoir des bonnes notes, le travail, le travail, le travail. Et je vous dis à la prochaine, tchuss!